2003, et puis en 2013, il y a eu une réflexion qui a commencé en 2008, mais à chaque fois, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les musulmans, les choses prennent du temps. Il y a une réflexion en 2008 qui a commencé sur la réforme du CFCM, et cette réflexion a abouti en février 2013. Et dans cette réforme, nous avons introduit un certain nombre de choses pour améliorer la représentativité et l'efficacité du CFCM. C'était une étape, elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, il faut aller encore plus loin. Et ça fait partie des sujets à venir. Mais en tout cas, la réforme du CFCM qui a lieu en 2013, c'est-à-dire 10 ans après la création du CFCM, a introduit un certain nombre d'améliorations notables. Parmi ces améliorations, il y a la mise en place d'une présidence collégiale, alors que de 2003 à 2013, il y avait un président et il incarnait tout le CFCM, c'était le porte-parole du CFCM, il n'y avait que lui qui s'adressait à la presse, au pouvoir public, etc. Donc on a dit, on va dépasser cette personnalisation de la présidence du CFCM, il y aura une présidence collégiale, dans laquelle il y a un président, 3 vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier. Et c'est ce groupe de 6 qui va gérer le CFCM. Donc mise en place d'une présidence collégiale, mise en place d'une présidence tournante, parce qu'au début, il y avait des mandats de 3 ans, avec un président et des vice-présidents élus pour les 3 ans. Là, comme il y avait des tiraillements et des équilibres à trouver entre les différentes sensibilités, les différentes origines, on a dit, au lieu d'avoir un mandat de 3 ans, on va passer à un mandat de 6 ans. Et sur les 6 ans, il y aura une présidence tournante entre les 3 fédérations arrivées en tête des élections, chaque fédération assumant la présidence du CFCM pendant 2 ans. Les autres fédérations assumant la vice-présidence. Et donc c'est ce qui a été fait dans les élections de juin 2013, puisque la mosquée de Paris, à travers le recteur Dali Boubacar, a assuré la présidence du CFCM de juin 2013 à juin 2015. Moi-même, au nom du Rassemblement des musulmans de France, j'ai assuré la présidence de juin 2015 à juin 2017. Et donc, depuis juillet 2017 jusqu'à juin 2019, c'est Ahmed Ougra qui est le président du comité des musulmans d'origine turque qui assure la présidence actuellement jusqu'en juin 2019. Donc, on est dans une présidence collégiale, présidence tournante. Et au niveau des critères d'élection, nous avons simplifié les choses. Au lieu d'avoir des délais de 1 à 15 délégués, dans les mosquées, en fonction de la surface, on a créé la notion de petites mosquées, de moyennes mosquées et de grandes mosquées. Une petite mosquée, moins de 100 mètres carrés, 1 délégué. Une moyenne mosquée de 100 à 300 mètres carrés, c'est 3 délégués. Et au-delà de 300 mètres carrés, c'est 5 délégués. Donc ça simplifie un peu, je dirais, la représentation. Et on a dit, on ne se base pas uniquement sur les mètres carrés. Donc ça, c'est les délégués de base. En se référant au mètre carré, mais on a dit que si une mosquée a un imam attitré, avec un salaire, une indemnité, un contrat, ben ça lui donne droit à un délégué de plus, à un bonus. Et si la mosquée organise des activités au profit des fidèles, donc soit l'apprentissage de la langue arabe ou l'apprentissage de la religion, etc., et bien ça donne droit à un autre délégué en bonus. Donc tout ça pour inciter les mosquées à mieux se structurer, avoir un imam attitré et avoir des activités ou des manifestations qui bénéficient aux fidèles, donc en les incitant à organiser l'apprentissage à langue arabe, à faire des conférences, de la formation religieuse, etc. Donc voilà un peu le sens de la réforme de 2013. Et puis aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la réforme de 2019, puisque les prochaines élections se profilent en juin 2019. Et il y a un groupe de travail de la réforme du CFCM qui s'est mis en place au mois de janvier, qui va réfléchir jusqu'au mois de juin prochain, et il rendra ses préconisations au mois de juin prochain pour dessiner les contours du futur CFCM qui émergera des urnes en juin 2019. Donc voilà un peu l'état des lieux, l'historique de la Constitution, et puis les différentes avancées qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence la rencontre ou la conférence en aparté à certains, la période pendant laquelle j'ai assumé la présidence du CFCM de juin 2015 à juin 2017 a été la période la plus dure du CFCM depuis sa création, parce que
avons reproché au CFCM d'être dans les ORS de la République, d'assister à des cérémonies officielles à l'Élysée, etc. Là, de 2015 à 2017, c'était pas ça. C'était les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, du prêtre qui s'est fait égorger à Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. Et donc, c'était des moments très très difficiles. Il fallait monter au créneau, bien sûr, pour condamner, je dirais, tout ce qui se passait, pour montrer que le vrai message de l'islam n'est pas du tout ça. Donc, à la fois condamner ce qui se passait et vraiment dédouaner la religion musulmane qui sert de prétexte pour ces barbares pour accomplir leur forfaiture et leurs actes barbares. Et derrière, il a fallu prendre des initiatives inédites, puisque quand par exemple, quand il y a eu l'attentat du Bataclan déjà, donc en novembre 2015, le Conseil français du culte musulman, pour la première fois, a émis un prêche du vendredi qu'il a envoyé aux 2500 mosquées de France. Dans ce prêche, on a été très clair pour condamner Daesh, pour condamner tous ces actes de terrorisme. Et donc, ce prêche a été envoyé à toutes les mosquées. Il y en a qui l'ont lu intégralement, il y en a qui ont pris quelques extraits, il y en a qui ont pris le sujet de la condamnation du terrorisme et qui ont rédigé quelque chose, je dirais, à leur convenance. Mais en tout cas, c'était une première que l'ensemble des mosquées de France, dans un prêche du vendredi, sachant qu'il y a 1 million de fidèles musulmans qui vont à la prière du vendredi. Donc on s'est adressé quand même à 1 million de fidèles en même temps sur le sujet de Daesh. Ceci nous a valu, je dirais, des menaces de Daesh, puisque Daesh a un organe de propagande en français qui s'appelle Dar al-Islam. Et donc, après ce prêche généralisé aux mosquées de France, il y a eu des menaces de mort qui nous ont été faites de la part de Daesh. Et ma photo, celle de membre du bureau du CFCM, était en première page de l'organe de presse de Daesh. Ceci ne nous a pas empêché d'avancer, de monter au créneau. Et une semaine après, donc à l'Institut du monde arabe, nous avons organisé ce qu'on appelait le premier rassemblement citoyen des musulmans de France, où il y avait 400 responsables de mosquées, responsables de fédérations, des imams, qui se sont réunis à l'Institut du monde arabe et qui ont bien sûr condamné à travers un certain nombre de tables rondes tous ces actes de terrorisme et de violence qui se commettaient prétendument au nom de la religion musulmane. Et nous avons proclamé ce qu'on a appelé le manifeste citoyen des musulmans de France, qui est un texte très très fort. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais sinon je vous le ferai parvenir à travers Dany. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Bernard Cazeneuve, qui a assisté à la proclamation de ce manifeste citoyen des musulmans de France, dans son discours de clôture, a indiqué que c'était une déclaration d'amour des musulmans de France à la République et à la France. Je pense que ce texte mérite d'être revisité ou visité, si vous ne l'avez pas encore vu. Et c'est un moment très fort. Alors ça, c'était pour ce qui s'est passé au Bataclan. Avec ce qui s'est passé à Saint-Étienne-du-Rouvray, avec le père Jacques Hamel qui a été égorgé en plein messe, là, le CFCM a appelé l'ensemble des musulmans de France à se joindre à la messe du dimanche suivant pour témoigner de la solidarité et de la compassion des musulmans de France. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris, puisque beaucoup de musulmans et de musulmanes, parfois portant le voile, se sont portés spontanément vers les églises. Et elles ont été accueillies à bras ouverts par les évêques, les prêtres, les fidèles chrétiens. Et c'était un grand moment de fraternité. Et on a réussi à sortir par le haut de cette crise, parce que le piège qui nous était tendu, c'est de monter les communautés les unes contre les autres, notamment les chrétiens et les musulmans. Et finalement, par ce geste, nous avons montré qu'on sortait encore plus fort entre chrétiens et musulmans avant cet acte abject qu'avant. Voilà, maintenant, on va poser la question sur d'autres institutions parallèles qui sont la Fondation de l'Islam de France, qui est censée apporter une réponse à la question du financement du culte. Alors là, il faut savoir que, effectivement, la question du financement du culte est une préoccupation majeure, puisqu'on est dans un pays laïque, et donc il ne peut pas y avoir de subvention des cultes, et notamment du culte musulman. L'Église
Enfin, on dit que l'Église est riche par tout son patrimoine mobilier, immobilier, etc. Mais bon, l'Église, elle a 3000 ans d'existence et elle a beaucoup de ressources. Elle s'est structurée. Enfin, la grande majorité des églises s'est construite avant 1905. Alors qu'aujourd'hui, la religion juive également, sa structuration date de Napoléon. Ce qu'a fait Sarkozy aux musulmans en 2003, Napoléon l'avait fait il y a 2 siècles, avec la constitution du consistoire qui en est sorti. Mais le culte musulman, il est récent autour de la table de la République, il est récent par les différentes vagues d'immigration qui ont eu lieu dans les années 40, 50, etc. Et il est pauvre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de ressources propres au culte musulman. Bien sûr, au niveau de la population musulmane, cette population, elle est en train de monter en catégorie socio-professionnelle, on va dire. Au départ, c'était surtout des travailleurs, etc. Là, maintenant, il y a des cadres, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a un niveau de vie qui a augmenté avec de nouvelles ressources financières qui peuvent aider le culte. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le moyen, justement, pour collecter l'argent des fidèles qui sont prêts à participer au financement du culte pour pouvoir subvenir à la construction des mosquées, à la formation des imams, à tous les dossiers dont on a parlé tout à l'heure. Et donc il y avait Dominique de Villepin en 2005, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a dit qu'il faut doter le culte musulman d'une fondation, il l'a appelée à l'époque la fondation des œuvres de l'islam, la foi, qui était censée collecter de l'argent et donc et permettre le financement d'activités même cultuelles. C'était une première. D'ailleurs, elle a obtenu la qualification d'utilité publique par le Conseil d'État en 2005, alors que ça concernait le financement d'activités culturelles. Donc c'était le contexte à l'époque qui a fait que ce caractère d'utilité publique a pu être donné à une telle association avec de tels objectifs. Elle s'est mise en place en 2005, elle a regroupé des fédérations musulmanes avec la notion de présidence tournante. Donc tous les 2 ans, il devait y avoir une fédération parmi les 4 fédérations principales à l'époque qui devait assurer la présidence, sauf que cette présidence tournante n'a jamais tourné. Il est resté bloqué chez Denis Boubacar, président de la Fondation de l'Islam de France, de la Fondation des œuvres de l'Islam. Et en 10 ans, donc de 2005 jusqu'à 2015, il ne s'est rien passé pratiquement. Il n'y a aucune activité qui a été financée par cette fondation. Il y a eu des donateurs, notamment Serge Dassault, qui a mis 1 million d'euros dans cette fondation. Et ces 1 million d'euros sont restés bloqués. Il avait promis un 2e million, mais qui n'est jamais venu parce que même le premier n'a pas été utilisé. Donc au bout de 10 ans, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement a dit qu'il faut qu'on dote le culte musulman d'une fondation pour son financement. Et donc le gouvernement est parti dans une démarche de dissolution de la Fondation des œuvres de l'Islam, qui a été créée par Dominique de Villepin à l'époque, et la mise en œuvre et la mise en place d'une nouvelle fondation qui devait voir le jour en septembre 2016. Sauf que cette fois, le gouvernement s'est adressé au Conseil d'État avec une fondation qui avait les mêmes objectifs que celle de 2005. Et en 2015, le Conseil d'État il a dit hors de question de donner le caractère, ou l'appellation ou la reconnaissance d'utilité publique à une fondation qui va financer le culte. Donc la jurisprudence de 2005 ne s'appliquait plus. Et donc le gouvernement a dû restreindre la Fondation de l'Islam de France, donc la nouvelle fondation, vers un caractère purement culturel pour qu'elle puisse obtenir sa reconnaissance d'utilité publique et bénéficier également de subventions des pouvoirs publics. Et l'aspect cultuel, il devait être financé par une association cultuelle, loi 1905, qui devait être créée par les musulmans eux-mêmes. Donc la Fondation de l'Islam de France, qui est la nouvelle fondation, a vu le jour, parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question, est-ce qu'elle existe? Elle n'existe pas, elle existe. Elle a été publiée au journal officiel le 4 décembre 2016. Et donc la première réunion du conseil d'administration a eu lieu le 8 décembre 2016. J'y étais en tant que président du CFCM. Le président du CFCM est membre de droit du conseil d'administration de la fondation.
Et donc, cette fondation-là a vu le jour donc, en décembre 2016. Elle a un budget de l'ordre de 3 millions d'euros. Il y a 1 million d'euros qui fait partie du fonds de dotation qui ne doit pas être touché. Donc il y a 1 million qui est bloqué. Et il y a 2 millions qui peuvent financer des activités liées au culte musulman, mais sur sa dimension culturelle uniquement. Et c'est ça la grosse restriction qu'il faut avoir en tête. Alors, et puis, donc, pour terminer sur cette fondation, aujourd'hui elle est présidée par Jean-Pierre Chevènement. Lui-même, quand il a pris ses fonctions, il a dit « Moi je suis là pour aider à titre bénévole », parce qu'on lui a demandé d'aider à... Il a été à l'Istichara, à la consultation en 1999, il se retrouve à la création de la fondation. Bon, c'est le gouvernement à l'époque qui lui avait demandé de présider cette fondation. Il a accepté, mais pour une durée déterminée, c'est-à-dire pour 2 ans, les 2 premières années, le temps que les choses se mettent sur les rails, et après, il a dit qu'il se retirait. Bien sûr, cette notion de désignation, on est entre nous, même si on est filmé, mais je ne vous cache pas que la nomination d'une personnalité non musulmane à la tête d'une fondation qui s'appelle la Fondation de l'Islam de France a fait grincer des dents. Nous l'avons dit directement aux représentants des pouvoirs publics à l'époque que c'était un très très mauvais signal qui était envoyé aux musulmans de France. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personnalité capable de présider une fondation parmi les musulmans. Et ça, c'est un message très négatif. Alors, bien sûr, derrière, l'explication qui nous a été donnée, c'est que cette fondation, effectivement, elle est pour le culte musulman, mais elle n'est pas constituée que de musulmans. Parce que dans le conseil d'administration, il y a les représentants des 3 ministères concernés, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture. Donc ces 3 ministères sont représentés. Il y a les donateurs. Aujourd'hui, il y a 3 grands donateurs qui sont la Caisse des dépôts et consignations, la SNCF et Aéroports de Paris, qui sont des entreprises SN et donc donatrices. Donc ils ont 2 représentants des donateurs au conseil d'administration, ça fait déjà 5. Et puis il y a le président du CFCM qui est membre du conseil d'administration S-Qualité. Et après, il y a 5 personnalités qualifiées. Et parmi les 5 personnalités qualifiées, il y a Jean-Pierre Chevènement et puis il y a 4 personnalités musulmanes. Donc vous voyez que le tour de table du conseil d'administration, il n'est pas majoritairement musulman, puisqu'il y a 3 représentants de ministères, 2 représentants de donateurs, plus dans les personnalités qualifiées des personnalités non musulmanes. Donc c'est plutôt une fondation qui a pour vocation la refondation des relations entre les pouvoirs publics et le culte musulman. Et donc c'est comme ça que le gouvernement a présenté l'idée pour dire c'est pas choquant que ce soit une personnalité non musulmane qui la préside dans un premier temps. Ça permettra de faire venir également les donateurs, de rassurer les donateurs, etc. Mais que par la suite, il y aura une personnalité musulmane qui présidera cette fondation. Alors ça, c'est pour la fondation. Après, comme le financement du culte doit marcher sur 2 pieds, l'autre pied, c'est l'association cultuelle, qui, elle, a vocation à récolter, je parlais tout à l'heure des différentes ressources qui existent dans la communauté musulmane, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir financer la construction des mosquées, la formation des imams, etc. Et parmi les ressources qui sont évoquées, il y a la mise en place d'une redevance sur la viande halal. On parle de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires du halal en France. Donc si on prélève 1%, ça ferait déjà 55 millions d'euros qui peuvent être rentrés dans les caisses de la fondation. Il y a aussi l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Il peut y avoir une redevance. Il y a 30 000 pèlerins qui partent de France. Donc si on met 10 euros ou 20 euros, ça fait déjà 300 000 à 600 000 euros qui peuvent être collectés pour le compte de la fondation. Et après, il y a la zakat, le moins légal que donnent les musulmans. La fondation l'association culturelle pourra également collecter cet argent. Et puis le don des fidèles, donc le don de personnes physiques ou morales. Donc tout ça permettrait au culte musulman d'avoir un financement. Et donc cette association culturelle, on a discuté entre les différentes fédérations. On a établi ces statuts. Ils sont pratiquement ficelés avec un collège des fédérations musulmanes, un collège des personnalités qualifiées,
et un collège des donateurs, et puis un conseil scientifique qui permettrait d'instruire les demandes de financement pour tel ou tel projet avec des experts qui peuvent apporter un avis sur le favorable ou pas sur le financement de tel ou tel projet. Alors tout existe sur le papier, par contre elle n'a jamais vu le jour, tout simplement parce que systématiquement la question qui se pose au sein du culte musulman, c'est qui va être calife à la place du calife. C'est qui va présider cette association cultuelle. Et donc on a bloqué à nouveau là-dessus. Bon, ça c'était au mois de mars dernier. On était à la veille des élections présidentielles et législatives. Donc on a dit on va geler la création de cette association cultuelle, puis on va voir après les élections ce qu'il en est. Après les élections, au 1er juillet 2017, j'étais plus président du CFCM. Et donc aujourd'hui, ce dossier a du mal à redémarrer, sachant que ça fait partie des grandes sources de financement du culte musulman. Et à l'époque, j'étais président du CFCM, j'avais été invité par Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie. Il m'avait invité à Bercy pour faire connaissance, on a discuté longuement, et je lui ai dit, est-ce que les services de Bercy peuvent nous aider à mettre en place cette redevance halal? Donc il était d'accord, il m'a dit bien sûr, on va vous aider à mettre ça en place. Donc je pense qu'au niveau technique, ça peut aller très vite, et ça peut être une manne de financement du culte musulman importante, vers laquelle les porteurs de projets de construction de mosquées, de formation des imams ou autres peuvent se tourner sans pour autant être obligés d'aller vers tel ou tel pays d'origine, etc. Mais aujourd'hui, elle ne sort pas des cartons. On verra bien par rapport à la réflexion que le président de la République a annoncée dans le journal du dimanche il y a quelques semaines, où il a dit qu'il fallait s'engager dans la restructuration du culte musulman et qu'il ferait des propositions sur le premier semestre, donc d'ici le mois de juin. Donc, juste un mot, parce que le temps passe, et puis je vous laisserai poser des questions que vous voulez. Par rapport à l'ère qui s'ouvre, donc je vous ai dit déjà que le CFCM a mis en place son propre groupe de réflexion sur la réforme, pour essayer de voir comment ouvrir mieux le CFCM. D'ailleurs, pendant mon mandat, on a opéré à 3 ouvertures historiques du CFCM, puisque j'ai dit que dans la constitution du CFCM, on part des mosquées, et dans les mosquées, malheureusement, à l'époque, il y avait très peu de femmes et très peu de jeunes qui étaient représentés. Donc à l'arrivée, il n'y a pratiquement pas de femmes et très peu de jeunes qui sont dans les instances représentatives du CFCM et des CRCM. Donc ce qu'on a fait, c'est on a mis en place 3 instances de dialogue. Une instance de dialogue avec des femmes musulmanes, une instance de dialogue avec des jeunes et une instance de dialogue avec des nouveaux arrivants dans l'islam ou des convertis. Donc, le mot converti parfois est controversé. On n'est pas dans une démarche de conversion, de reconversion de l'autre, mais il y a des Français de souche, entre guillemets, qui deviennent musulmans, qui arrivent dans l'islam et qui nécessitent un accompagnement particulier, parce que quand on voit les statistiques du ministère de l'Intérieur, on voit que parmi les 1800 à 2000 jeunes qui sont allés en Irak ou en Syrie, 35 à 40% sont des convertis. C'est-à-dire que ce sont des nouveaux arrivants dans l'islam qui n'ont pas fait l'objet d'un accompagnement avant qu'ils se convertissent et après. Et du coup, ils sont laissés pour compte et n'importe qui, c'est le premier qui arrive qui écrit ce qu'il veut sur cette page blanche. Donc il faut absolument assurer un accompagnement adéquat pour ces convertis. Et donc nous avons créé ces 3 instances de dialogue qui continuent toujours. Enfin, hier encore, samedi, on avait une réunion avec l'instance de dialogue avec des femmes. Donc il y a une quinzaine de femmes qui sont soit des élus, soit des sociologues, soit des universitaires, soit des responsables dans des mosquées. Ça se fait de plus en plus. Des responsables de mosquées qui sont femmes. Et il y en a une dans l'Essonne, là, à Brunois, une présidente de mosquée femme. Il y a la mosquée de la Défense, dont le secrétaire général est une secrétaire générale, est une femme. Il fait partie de l'instance de dialogue avec les femmes du CFCM. Et on a commencé à réfléchir avec ces femmes, avec ces jeunes, avec ces convertis, par rapport à leurs propres attentes, et voir comment on pouvait les intégrer au sein du CFCM, donc institutionnaliser la présence des femmes, des jeunes et des nouveaux arrivants dans l'islam au sein du CFCM, pour que le CFCM ne soit pas une instance uniquement masculine, faite d'hommes, pour que ce ne soit pas une instance faite uniquement de blédards, comme on dit, donc des originaires de tel ou tel pays, d'ailleurs comme moi, puisque moi-même je suis originaire du Maroc,
mais qu'il y ait des Français musulmans nés ici en France qui accèdent aux responsabilités au sein du CFCM et des CRCM. Et donc ces ouvertures-là, il faut aujourd'hui les institutionnaliser au sein du CFCM pour qu'il y ait toutes ces catégories-là soient représentées au sein du CFCM et que le CFCM reflète la diversité de l'islam de France et la diversité des différentes composantes de l'islam de France. Donc la réflexion sur la réforme, elle a commencé. Bien sûr, il y a des enjeux concernant, comme j'ai dit tout à l'heure, de prévention de la radicalisation religieuse. Et là-dessus, le CFCM doit aller encore plus loin. Nous sommes des administrateurs de culte, entre guillemets, des responsables de mosquées, de fédérations, etc. Mais la dimension théologique nous manquait. Et donc, il y a 2 ans, nous avons mis en place, c'était en mai 2016, nous avons mis en place pour la première fois un conseil théologique au sein même du CFCM qui regroupe une vingtaine d'imams et de théologiens de France. Et donc, ils apportent la dimension théologique au sein du CFCM et on les sollicite sur un certain nombre de questions de société qui se posent. Par exemple, le président de la République a lancé les états généraux de la bioéthique avec des questions intéressantes sur la GPA, la PMA, etc. Alors, que dit l'islam là-dessus? Avant, on était sec. Enfin, quand il y a eu le débat avec la loi Leonetti sur la fin de vie, toutes les religions ont été sollicitées, toutes les religions ont répondu, sauf une qui était le culte musulman, parce qu'on n'avait pas d'avis à donner. C'est pas qu'on n'avait pas d'avis, mais il n'y avait pas d'instance qui habilitait à rendre un avis au nom des musulmans de France. Et donc là, sur la question de la GPA et de la PMA, le président de la République a dit qu'il voulait entendre toutes les religions, l'avis de toutes les religions. Eh bien, nous avons saisi notre conseil religieux, notre conseil théologique sur cette question, sur la question de la GPA-PMA, sur la question de la fin de vie, sur la question du don d'organes, et sur un certain nombre de questions pratiques qui se posent. Est-ce que les musulmans peuvent ne pas jeûner pendant le ramadan quand il y a le bac ou quand il y a des concours? Des questions pratiques de cette nature-là qui se posent et sur lesquelles il doit y avoir des avis qui soient donnés par les musulmans pour les musulmans. Donc voilà, aujourd'hui le chantier est ouvert, beaucoup de critiques, beaucoup de débats autour du rôle et du bilan du CFCM, mais ça on a l'habitude, il n'y a pas de problème. Donc on est en train de le traiter, et puis au mois de juin, le CFCM rendra ses propres propositions. Pour ne rien vous cacher, on est très intéressé par l'organisation des protestants à travers la Fédération protestante de France. Le protestantisme est à certains égards ou sur certains points similaire au culte musulman, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie. Ils sont organisés par une fédération avec plusieurs tendances, plusieurs sensibilités, puisqu'il y a les réformés, les luthériens, les évangélistes, etc. Ils se tapent dessus comme les musulmans, donc il y a beaucoup de similitudes. Et donc, on est en train de regarder de très près les statuts de la Fédération protestante de France pour voir derrière, est-ce qu'il y a des choses intéressantes